En tout cas, personnellement, je n'aurais pas hésité à te tutoyer. Donc tu peux faire la même chose avec moi, avec grand plaisir. Donc c'est la 4e année que je suis amené à vous parler dans un format un peu variable. La première année, on m'avait demandé de vous parler de CV. Bon, le CV, c'est un outil, ce n'est rien de plus qu'un outil. L'année d'après, j'ai tenté subrepticement d'introduire une partie sur le projet professionnel. Et je pense que ça a été assez apprécié puisque ça m'a été redemandé pour la 3e année. Et là, maintenant, cette fois, je crois que je vais vous parler un peu de la totale, si j'ose dire, de ce qui va, d'une certaine manière, faire la différence entre votre carrière et celle d'un de vos collègues. Qu'est-ce qui fait la différence entre une carrière qui marche bien et une carrière qui s'enlise ou qui patine? En définitive, tout ceci tourne autour d'un certain nombre d'idées relativement simples que j'ai essayé de structurer en 16 slides. Donc, on va passer tout de suite à la première. Votre carrière et votre projet. Tout d'abord, votre projet professionnel, ce sera le fil conducteur de votre carrière. Si vous n'avez pas de projet professionnel, votre carrière n'aura pas de fil conducteur. Et tout simplement, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, elle zigzague ou qu'elle prenne des chemins un petit peu détournés. Aujourd'hui, à l'école polytechnique, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas encore de projet professionnel. C'est tout à fait normal, tout simplement parce que on vous a appris un certain nombre de choses à l'école, on vous a appris des savoirs, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, mais vous n'avez pas encore acquis, finalement, des savoir-faire, et encore moins des savoir-faire. Or, une carrière, ça consiste, finalement, à passer graduellement de l'apprentissage de savoir dans le monde universitaire, dans le monde académique, vers la création et l'utilisation de savoir-faire et de savoir-faire. Et tout ceci, vous le découvrirez, finalement, quand vous serez dans votre premier emploi. Alors bien sûr, les stages vous ont déjà donné une idée de ce que sont de ce qu'on attend de vous finalement. Mais ce n'est que quand vous serez réellement dans le premier emploi, voire je dirais même à la fin de votre premier emploi, de votre première étape, quand vous serez amené à changer pour aller vers votre 2e étape, c'est dans 3 ou 4 ans, c'est à ce moment-là que votre projet devra être de plus en plus réel et de plus en plus, concret. Il vous faut donc un projet professionnel établi, crédible, qui vous soit propre à la fin de votre 2e étape de votre vie professionnelle. Vous aurez environ 29, 30 ans, 28 ans. Vous n'y êtes pas encore. Dans une carrière, finalement, une carrière, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une suite d'étapes. Et une étape de carrière, c'est quelque chose qui dure un certain temps. Ça dure 2 ou 3 ans. Une étape de carrière, ça a un début et ça a une fin. Et la fin d'une étape de carrière, c'est quelque chose d'assez binaire, parce que finalement, il y a 4 possibilités. La première, les 2 premières sont des possibilités heureuses, et les 2 dernières sont des possibilités plutôt moins agréables. Première fin d'étape de carrière, vous êtes promu. C'est la promotion. Votre employeur vous aime bien, et au bout de 2 ou 3 ans, on vous donne une responsabilité supplémentaire. Promotion. Deuxième fin d'étape de carrière heureuse, c'est la mutation. Vous avez commencé à faire quelque chose dans une entreprise, ça a duré 3 ans, et puis au bout de 3 ans, on vous propose, vous demandez, peu importe à qui est à l'initiative, d'aller faire autre chose dans un autre endroit de la même entreprise. Mutation, changement de métier, changement de fonction, etc. 3e cas de figure, la démission. Vous en avez assez, vous estimez avoir fait le tour de la question, et vous partez de votre propre initiative vers d'autres cieux. Et 4e fin d'étape de carrière, c'est l'éviction, le licenciement. Nicolas parlait tout à l'heure de virer, c'est un mot que peut-être un petit peu fort, mais de toute façon, vous êtes poussé vers la sortie. Voilà les 4 fins d'étape de carrière potentielles. Alors quels sont les pièges qui peuvent vous attendre dans la gestion de votre carrière? Parce que vous l'avez déjà compris, c'est vous qui allez gérer votre carrière et personne d'autre. Si vous attendez que votre employeur ou vos employeurs gèrent votre carrière, vous risquez d'être déçu parce qu'il y aura des moments où l'intérêt de votre employeur et le vôtre coïncideront. Puis il y aura des moments, sans doute plus nombreux, dans lesquels l'intérêt de votre employeur et le vôtre vont diverger. Par exemple, votre employeur voudra que vous continuiez sur un projet pendant 2 ans de plus, et vous, ce n'est pas votre intérêt. Votre intérêt sera d'aller faire autre chose. D'accord ? Donc, vous êtes le pilote dans l'avion de votre carrière professionnelle. Et les pièges, il y en a 3 ou 4. Premièrement, c'est la personne qui s'installe, je vais les prendre dans le même ordre, l'ours savant. L'ours savant, c'est la personne qui se spécialise à l'extrême et qui passe 3 ans, 5 ans, 10 ans à creuser quelque chose de un domaine tout à fait
intéressant, mais qui, au bout de 10 ans, se révèle être un puits sans fin ou un domaine qui n'a plus d'actualité. L'ours savant. Le papillon. Le papillon, c'est la personne qui, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation entre l'employeur et lui-même, qui s'en va, parce qu'il estime qu'il a fait le tour de la question, parce qu'il y a eu un conflit, parce qu'on l'appelle à l'extérieur, etc. J'ai un jour rencontré un camarade de 35 ans qui avait eu 11 employeurs. Alors imaginez l'employabilité de ce camarade. Avant de l'embaucher une 12e fois, on regarde. De la même manière, avant d'embaucher un ours savant, on regarde à 2 fois, bien évidemment. Partir trop vite. La personne qui, finalement, ne sait pas s'intéresser, qui est inconstant, instable et qui s'en va très vite. Un CV, ça se construit dans la durée. Ce n'est pas quelque chose qui va durer quelques minutes. Ça va vous accompagner. Le point important, c'est que votre premier emploi, finalement, ce n'est pas très important. Ce n'est pas déterminant, en tout cas. Votre premier emploi, c'est celui que vous allez choisir. Il est beaucoup moins important que votre premier secteur d'activité ou votre premier employeur. Ce n'est pas la même chose de commencer sa vie professionnelle chez un employeur à grande notoriété que de le commencer chez un employeur totalement inconnu. D'autre part, si vous voulez changer de métier après une étape, vous le ferez à l'intérieur d'un employeur, à l'intérieur d'un groupe. Vous ne le ferez pas à l'extérieur. Imaginez, vous avez commencé dans le domaine technique et au bout de 3 ans, vous cherchez un job dans la finance. Vous n'êtes pas crédible, le moins du monde. Alors que votre employeur, lui, aura peut-être ressenti ce besoin de changement de métier et vous aidera à l'intérieur de son groupe à faire ce changement. Donc un CV, ça se construit dans la durée, ça se construit autour d'un projet, et finalement, si vous projetez ce CV potentiel dans quelques années, dans une dizaine d'années, vous allez avoir finalement 3 ou 4 étapes de carrière qui se seront enchaînées, et ces 3 ou 4 étapes de carrière vont très vite déterminer ce que les recruteurs professionnels appellent un profil de carrière. Vous aurez un profil de carrière. Alors, les mots qui sont utilisés ne sont pas forcément les bons, ne les prenez pas au pied de la lettre. Le profil de carrière de type fonctionnaire, c'est une personne qui est rentrée dans un groupe à la sortie de l'école, qui a fait 1 étape, 2 étapes, 3 étapes, et qui enchaîne des étapes à l'intérieur de ce groupe. Le profil mercenaire, à l'opposé, c'est quelqu'un qui, tous les 2 ou 3 ans, change d'employeur, change de groupe, change de métier, etc., etc. Et vous avez déjà compris qu'entre ces 2 profils extrêmes, le fonctionnaire et le mercenaire, il y a peut-être un profil optimal. Quel est le profil optimal? C'est le profil de quelqu'un qui rentre dans une entreprise, dans un groupe, au bout d'un certain temps, on lui donne une responsabilité supplémentaire, puis ensuite, au bout de 6 ans, par exemple, il s'en va faire autre chose dans un autre groupe, et là, ça recommence. On lui fait confiance, on lui donne davantage de responsabilités, etc., etc. Ce type de profil est celui qui est recherché par les recruteurs professionnels en grande quantité, parce que ce sont des personnes à qui l'entreprise peut faire confiance. On pourra lui donner du travail, on pourra lui donner encore plus de travail, et on sait qu'il ne partira pas dès que l'ennui va s'installer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à vous que revient finalement la responsabilité de gérer votre carrière. Si vous le faites bien, il n'y a aucun problème. Si vous ne le faites pas, ou si vous ne vous en occupez pas, vous allez tomber dans ces différents écueils et choses-trappes. Construire un projet professionnel, finalement, c'est pas très compliqué, ça demande un peu de temps, ça consiste à se poser des questions, et surtout à essayer d'apporter des réponses à ces questions. Alors, finalement, il y a 3 questions qu'il faut que vous vous posiez de manière récurrente. Et les 3 slides suivants sont consacrés à ces 3 questions. Première question, qu'est-ce que je sais faire? Aujourd'hui, si on regarde vos CV, ce que nous allons faire cet après-midi, pour ceux qui vont venir assister à ces différents ateliers, je suis sûr que nous allons trouver plein de savoirs dans vos CV. On va trouver, finalement, en abondance, des éléments pour répondre à cette question. C'est les études, c'est le début de carrière. Ensuite, qu'est-ce que je suis capable de faire? Deuxième question. Là, c'est déjà plus compliqué. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Première chose, vous n'êtes pas capable de tout faire, évidemment. Vous savez ce que vous avez été capable de faire dans les environnements que vous avez traversés. Vous ne savez pas du tout ce que vous seriez capable de faire si un jour vous étiez propulsé
dans un groupe japonais, dans un groupe allemand, dans une start-up ou dans la fonction publique, parce que vous n'y êtes jamais allé. Ce que vous êtes capable de faire, finalement, est déterminé par vos caractéristiques personnelles, par vos caractéristiques psychologiques. J'en ai écrit quelques-unes ici. Ce n'est absolument pas limitatif. Votre ambition, votre goût du pouvoir, votre sens politique, votre respect des engagements, vos capacités de relations interpersonnelles, tout ceci, finalement, détermine ce que vous seriez capable de faire dans un environnement de travail que vous ne connaissez pas. Troisième chose, qui est sans doute le plus important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et là, il ne faut pas se leurrer. La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils ont envie de faire. Ou s'ils en ont une, elle est totalement inconsciente, et avant que la personne soit capable de le dire clairement, voilà ce que j'ai envie de faire, il se passe beaucoup de temps et beaucoup de, je dirais, de recherche personnelle. Surtout que, à vos âges, il est assez fréquent que vous couriez après l'objectif que les psychologues appellent l'objectif hérité. L'objectif hérité de l'environnement familial dans lequel vous avez grandi, de votre environnement social. Cet objectif, vous ne l'avez pas remis en question. Vous l'avez absorbé et vous l'avez fait vôtre, sans vous poser de questions. Ce qui vous fera vous poser des questions, et je vous suggère de remettre cet objectif hérité éventuel sur le chantier rapidement, parce que ce n'est pas forcément le meilleur. Ce qui vous fera vous poser des questions sur cet objectif, c'est quand vous serez soumis aux aléas de la vie professionnelle, quand vous serez soumis à des pressions diverses et variées. Et c'est le plus important. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui fait un travail qu'il a envie de faire et quelqu'un qui fait un travail qu'il n'a pas envie de faire. C'est évident. Et il y a encore plus de différence entre quelqu'un qui fait un travail qu'il a envie de faire et quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'a plus envie de faire. Là, il y a la lassitude en plus, l'ennui, etc., etc. Alors, pour vous aider à répondre à ces différentes questions, je peux vous donner 3 choses. D'abord, qu'est-ce que je sais faire? Ce n'est pas très difficile de mettre sur un bout de papier 3 colonnes en essayant. Alors, bien sûr, aujourd'hui, la colonne de droite pour vous sera vierge, puisque vous n'avez pas encore de savoir-faire faire. Vous aurez des savoir-faire faire quand vous aurez des responsabilités de management. Vous avez déjà des savoir-faire. Un savoir-faire, ça s'exprime par « je sais » plus un verbe. Alors qu'un savoir, ça s'exprime par « je connais » plus un substantif. Il y a une énorme différence, par exemple, entre dire « je connais la mécanique des fluides » et « je sais faire le design d'une tuyère ». Je connais la comptabilité, je sais lire un bilan. L'un est livresque, académique, on l'apprend dans les bouquins. Le second, c'est le résultat de l'expérience, de la pratique sur le métier, sur le tas. Votre vie professionnelle, finalement, va consister, sur ce tableau, à passer de la gauche vers la droite. Et vous allez avoir de moins en moins de savoirs importants, de plus en plus de savoir-faire, et éventuellement des savoir-faire faire. Il est totalement ridicule, à 35 ans, de parler de ses savoirs. Un jour, par exemple, j'ai reçu un polytechnicien qui, sur son CV à 35 ans, avait mis abondance de savoir, il avait même mis son rang de sortie de l'école polytechnique et sa mention très bien au baccalauréat, à 35 ans. C'est une aberration, évidemment. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Là, je vous l'ai dit, c'est un peu plus compliqué. Des tests psychologiques peuvent vous aider. Si vous avez besoin d'aide, d'ailleurs, dans ce domaine-là, le bureau des carrières est à votre disposition. Nous passons notre temps à recevoir des personnes qui se posent des questions sur leur changement. Il est important pour vous, je crois, de rencontrer des personnes en poste. Ce n'est que, finalement, vous allez chercher votre premier emploi dans quelques temps. La pire des choses est de se précipiter sur le premier emploi qui passe. Parce que si vous faites ça, vous jouez finalement votre avenir à la roulette russe. Ça peut être bon, mais ça peut aussi ne pas être bon. Je vous suggère fortement de vous donner un objectif très simple qui consiste, une fois que vous avez identifié le secteur dans lequel vous voulez travailler, une fois que vous avez une première idée du premier métier qui vous permettrait éventuellement de rentrer dans ce secteur, je vous suggère fortement d'aller rencontrer des personnes en poste. Et là, le réseau de Polytechnique est formidable. Vous n'aurez aucun problème pour rencontrer des personnes en poste. Et ces personnes en poste, vous allez les rencontrer non pas pour parler de technique ou pour parler de... Non, essayez plutôt de les faire parler sur leur métier, ce qu'ils font,
comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui les a aidés, qu'est-ce qui a été difficile pour eux. Et je vous assure qu'après avoir rencontré une quinzaine ou une vingtaine de personnes dans le microcosme dans lequel vous aimeriez bien rentrer, là, vous aurez une idée beaucoup plus étroite, beaucoup plus précise de ce que vous pourriez apporter dans ce secteur. Alors, il ne faut pas non plus rêver. L'environnement professionnel, c'est quelque chose qui est semé d'embûches. On vous attend, mais en même temps, on ne vous attend pas. Vous aurez finalement à faire preuve peut-être d'humilité, en tout cas à ne pas résister aux changements que vous allez subir lorsque vous allez rentrer dans cette vie professionnelle. Je prends souvent l'image de plonger dans le grand bain. Vous allez plonger dans le grand bain. Vous ne serez plus à l'école, vous aurez à faire des choses différentes, et on attend de vous des choses différentes. Et vous n'êtes pas capable de tout faire. Par contre, ce que vous êtes capable de faire, croyez-moi, vous le ferez très bien, et c'est comme ça que vous serez apprécié. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Là, c'est vraiment un peu plus compliqué. 3 colonnes. À la sortie de l'école, en général, les personnes qui sont dans cette salle, je dirais à 80%, fonctionnent avec un moteur unique. Le moteur unique, alors je ne sais pas si c'est de l'inné ou si c'est de l'acquis, je ne sais pas si vous l'aviez avant de rentrer à l'école polytechnique, ou si c'est l'école polytechnique qui vous a donné ce moteur, mais en tout état de cause, 80% d'entre vous, vous fonctionnez en adorant même résoudre des problèmes complexes. Vous êtes dans cette mécanique de résolution de problèmes complexes dans lesquels vous prenez un plaisir assez considérable. Il y a de l'analyse, il y a une grande capacité d'analyse, il y a une synthèse, etc. Vous adorez apprendre, vous adorez découvrir, vous adorez finalement explorer. Donc tout ceci, finalement, c'est un moteur qui marche très bien, mais en même temps, vous avez aussi souvent, à vos âges, besoin d'être guidé, encadré, surtout reconnu, besoin d'être compris. C'est quelque chose qui est aussi relativement important à ces âges-là. En prenant un peu d'âge, en passant à la première étape, par exemple, ou à la fin de la première étape, vous allez vous rendre compte qu'il y a autre chose dans la vie que de résoudre des problèmes complexes. Et vous allez vous rendre compte que l'entreprise attend de vous, dans beaucoup de cas, autre chose. Par exemple, vous allez peut-être découvrir l'envie de diriger. Dans cette salle, il y aura statistiquement 10 ou 15% de personnes qui seront des patrons. Vous aurez envie de diriger. Il y en a peut-être plus d'ailleurs qui auront envie de diriger que de personnes qui deviendront de vrais patrons, à peu près 2 fois plus en général. Désir de convaincre, envie de gagner, envie d'autonomie, envie d'entreprendre. Certains aussi découvrent la relation humaine, le plaisir de travailler avec d'autres personnes, etc., etc. Et ça, vous l'apprendrez finalement sur le tas, dans votre première étape. Et ce qui est important pour vous, c'est de vous en rendre compte finalement, parce que c'est ce qu'il vous faudra privilégier par la suite. J'ai rencontré un jour, dans un des séminaires dont parlait Nicolas tout à l'heure, séminaire destiné à apprendre à des camarades à chercher un emploi, je fais ça à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, il y avait une personne qui avait 43 ou 44 ans, et qui, lui, si vous voulez, était resté, mais rigoureusement, dans le même profil psychologique que celui qu'il avait en sortant de l'école polytechnique. Il adorait résoudre des problèmes complexes. Et il était dans une société de services informatiques, et c'est ce qu'on lui demandait de faire. Et il faisait que ça. Il avait le même job depuis 12 ans. Il était responsable de la gestion d'un logiciel très compliqué, de CAO dynamique, 3D, peu importe, un truc très compliqué. Il était l'ours savant dans ce domaine. Le seul problème, c'est que ce logiciel n'existait plus que chez 2 ou 3 clients et que la société de service le gardait parce qu'elle pouvait facturer ses journées très chères, 2000 € par jour. Et lui, il avait un salaire de misère. Cette personne-là n'avait aucune employabilité. Qu'est-ce qu'il savait faire? En dehors de son domaine de compétences très étroit. Il n'avait pas piloté sa carrière. Après 2 ou 3 étapes, là, vous allez rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet. Vous saurez ce qui vous fait avancer. Vous saurez ce qu'il vous faudra retrouver dans votre 3e ou 4e étape. Vous aurez un projet qui commence à tenir la route, non seulement sur le papier, mais surtout, vous saurez en parler quand vous serez amené à en parler, dans une transition professionnelle, par exemple. Si vous trouvez finalement ces choses-là dans les étapes que vous aurez dans la suite, votre carrière se passera bien.
puisque vous aurez maximisé le plaisir de travailler. Si vous ne le trouvez pas, ce plaisir, il vous faudra faire attention. Parce que qu'est-ce qui vous guette si vous faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire? Ça va aller pendant 6 mois, ça va aller pendant 1 an, peut-être pendant 2 ans. Mais un jour, vous serez rattrapé par les événements, vous serez rattrapé par l'ulcère à l'estomac, vous serez rattrapé par les problèmes familiaux, par les problèmes personnels, parce que vous n'êtes pas bien dans vos chaussures, entre guillemets, dans ce que vous faites au travail. Donc c'est très dangereux de se laisser aller à faire trop longtemps des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il faut trancher. Pour conclure sur le projet professionnel, finalement, je l'ai déjà dit 3 fois, c'est vous le pilote, mais c'est à vous que revient donc de prendre des décisions. Il y a des moments dans votre vie professionnelle où il faudra rester dans l'entreprise où vous êtes, en demandant, en exigeant un nouveau job, par exemple, si on ne vous le propose pas spontanément. Il y a des moments où il vous faudra partir. Il y a des moments où il faudra démissionner. Et il faudra le faire de manière ordonnée, tout ceci à l'intérieur de ce projet professionnel qui est le fil d'Ariane de votre carrière. Si vous avez des doutes sur la question, ben venez nous voir et on est là pour ça. Ça m'est arrivé je ne sais combien de fois de conseiller à un camarade de ne pas démissionner tout de suite, par exemple, ou au contraire, de conseiller à d'autres d'aller voir à l'extérieur quelque chose qui serait beaucoup plus pour lui. Voici pour le projet professionnel. Maintenant, je vais vous parler d'embauche. Je passe donc à la deuxième partie. L'embauche, ce mécanisme un petit peu irrationnel qui va faire que finalement, on va vous choisir, on va vous proposer un emploi. Pour qu'il y ait embauche, il faut qu'il y ait 2 parties. Il faut qu'il y ait vous, porteur de ce projet professionnel, et deuxièmement, une entreprise, un patron, quelqu'un qui a besoin de vous. On ne va pas vous embaucher pour le plaisir, on vous embauchera parce que vous êtes exactement la personne dont on a besoin pour... comment ça se passe, le petit truc vert? Intéressant. Ah voilà. Vous aimeriez bien être là, d'accord, dans ce poste-là, avec un patron et des collègues. Votre projet, par exemple, c'est un projet pour une deuxième étape. Vous avez envie d'être ingénieur projet dans la construction aéronautique, par exemple. Vos cibles sont Safran, etc., etc. Avant de vous embaucher, l'entreprise, Safran en l'occurrence, va se poser 4 questions à votre sujet. Et si vous répondez positivement à ces 4 questions, vous serez embauché. Si une des 4 entraîne une réponse négative, vous ne serez pas embauché. C'est aussi simple que ça. Première question qu'on va se poser, saura-t-il faire? Est-ce que vous avez l'expérience, le métier, les compétences? Il y a au moins une chose que l'on reconnaît à l'école polytechnique, c'est que vous savez apprendre vite. Donc vous n'avez peut-être pas les compétences tout de suite, mais vous les acquérez en tout cas rapidement. Et dans bien des cas, ça suffit. Donc vous passerez cette étape-là relativement facilement. Deuxième étape, est-ce que vous êtes vraiment motivé pour le poste? Est-ce que l'entreprise qui va vous embaucher, entre guillemets, en aura pour son argent? Parce que c'est toujours quelque chose de réciproque. Ce n'est pas gratuit. Il faut que vous apportiez à l'entreprise un service en fonction ou en contrepartie du salaire qu'on va vous verser. Donc, s'il y a un conseil que je peux vous donner, en vous comparant aux anciens élèves des autres écoles commerciales, par exemple, c'est de forcer le potentiomètre de l'enthousiasme. En général, le polytechnicien ne manifeste pas beaucoup son intérêt, parce qu'il n'est pas forcément extroverti, etc. Donc, ce n'est pas difficile de gagner cette étape, il suffit de manifester un intérêt. Et ça, c'est de la communication relativement simple. Ça serait dommage de se faire éliminer pour ça. Troisième étape, vous allez rentrer dans une équipe. Vous n'allez pas travailler seul. Il y a une énorme différence entre travailler seul à l'école polytechnique pour apprendre et travailler dans une équipe pour contribuer à la réussite d'un projet. Et pour votre patron, ce monsieur qui va éventuellement vous embaucher, qu'est-ce qui est le plus important? C'est son équipe ou c'est vous? Vous avez déjà la réponse, évidemment, c'est son équipe. Donc, avant de vous intégrer dans son équipe, il va se poser des questions très simples. Est-ce que ce gars-là, il est compatible avec mon équipe? Est-ce qu'il sera un plus dans mon équipe? Ou est-ce qu'au contraire, il va me mettre le cirque dans mon équipe parce que je ne pourrai pas le manager, parce qu'il est trop électron libre, il est trop indépendant, il est trop ceci, il est trop cela. Et ça, c'est pas facile, c'est pas facile. Néanmoins, il faut que la personne se dise, je peux y aller, c'est quelqu'un qui sera un plus dans mon équipe. Quatrième, et vous l'avez compris d'après le dessin,
la quatrième question, c'est la plus importante, hein, c'est 40%. On vous embauchera, votre patron vous embauchera si et seulement si il est sûr qu'il pourra vous manager et qu'il pourra, finalement, qu'il ne court pas le moindre risque avec vous. Dans mon cabinet, nous passons notre temps à recevoir des personnes qui cherchent des emplois. Moyenne d'âge 45 ans, beaucoup de polytechniciens, beaucoup d'ingénieurs, mais aussi beaucoup de Sciences Po, des NARC, des SEC, d'HEC et autres écoles. Nous avons 8 consultants qui viennent de 8 grandes écoles différentes, quasiment. Les polytechniciens, en général, arrivent assez souvent à être le numéro 2 sur la shortlist. Et souvent, ils ne sont pas choisis. Et celui qui leur a été préféré, c'est quelqu'un qui, finalement, aura pu répondre à cette question. Oui, vous pouvez me faire confiance, oui, je travaillerai pour vous. Finalement, je ne vous demande pas, surtout, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, je ne vous demande pas de paraître idiot alors que vous ne l'êtes pas, évidemment. Mais il faut apprendre à travailler pour quelqu'un. Ce qui veut dire qu'il vous faudra, d'une certaine manière, faire allégeance à votre patron. S'il a l'impression qu'il ne pourra pas vous manager parce que vous êtes trop brillant, s'il a l'impression que dans 6 mois, vous voudrez prendre sa place, qu'est-ce qu'il va faire? Il prendra l'autre. Alors, ce n'est pas difficile d'écouter et plutôt de poser des questions à la personne qui est en face de vous pour comprendre, finalement, ce qu'il attend et pour lui montrer que vous allez travailler pour lui. Et c'est ça la clé. Je vais travailler pour toi. Voilà. Il faut que vous lui passiez ce message. Et ce n'est pas facile. Maintenant, vous avez un projet, vous avez compris un peu comment tout ceci fonctionne, vous allez rechercher un premier emploi. Alors, un premier emploi, il vous faut bien sûr un CV. Un CV, c'est un outil, je dirais, c'est un mal nécessaire. Jamais un recruteur professionnel ne vous recevra sans avoir eu au préalable votre CV. Donc, il vous faut un CV. Maintenant, si vous avez un très bon CV et que vous n'êtes pas capable de parler de votre projet et d'expliquer pourquoi vous êtes l'homme de la situation, ça ne servira à rien, bien évidemment. Un CV, c'est un document publicitaire. Un CV, ça doit donner envie de vous rencontrer. Il faut que dans un CV, on voit d'un seul regard, en quelques secondes, qui vous êtes, ce que vous avez fait, finalement, et ce que vous pouvez apporter à l'entreprise qui va vous embaucher. Je l'ai dit tout à l'heure, votre première recherche d'emploi, le plus important, c'est la notoriété de votre premier employeur. Parce qu'à l'intérieur de ce premier employeur, vous pourrez changer de métier si vous en avez envie, ou si vous vous êtes fourvoyé. Quand vous serez à la recherche de votre premier emploi, ne vous trompez pas aussi sur ce qui va intéresser l'entreprise. L'entreprise sera intéressée par vos savoirs au début, et très vite par vos savoir-faire. Et quand vous aurez quelques années de plus, par vos savoir-faire, par vos capacités de management. Ne vous trompez pas, et surtout, ne vous précipitez pas sur le premier emploi qui se présente. L'objectif que je vous ai donné tout à l'heure reste tout à fait d'actualité. Rencontrez des personnes, voyez des gens, et quand vous aurez une petite idée de comment fonctionne le microcosme dans lequel vous allez rentrer, là vous pourrez choisir. Et vous choisirez en toute connaissance de cause. Pour trouver un emploi, et j'en viens maintenant à la partie communication, donc qui est la fin de ce petit exposé, il vous faut 2 choses. Il vous faut une communication écrite et il vous faut une communication orale qui fonctionne bien. Donc je vais commencer par le plus facile, la communication écrite, et ensuite je terminerai et je conclurai sur la partie présentation orale. Le CV, c'est pour obtenir des rendez-vous. Il est destiné, finalement, à des gens qui ne sont pas de votre niveau. Un CV, ça sert à être éliminé ou ne pas être éliminé par l'assistant ou l'assistante d'un DRH ou d'un chasseur de tête. Ce sont des gens qui ne vous rencontreront pas s'ils n'ont pas eu votre CV à l'avance. Donc il faut que votre CV donne envie de vous rencontrer, tout en sachant que la personne qui va lire votre CV passe 5 secondes sur votre CV. Ce n'est pas 3 minutes, c'est 5 secondes. Et en 5 secondes, l'assistant ou l'assistante du recruteur professionnel doit savoir les choses importantes pour lui. Votre métier, votre projet, plus exactement, votre formation, le secteur dans lequel vous avez envie de travailler. Et il faut que ça apparaisse d'un seul regard. Et pour ça,
C'est à vous de mettre en évidence dans votre CV par la typographie, par l'aération, par tout ce que vous voulez, par tous les moyens nécessaires, et on parlera de tout ça, je pense, dans les petites classes de CV cet après-midi, de manière à ce qu'en quelques minutes, l'assistant ou l'assistante du chasseur de tête puisse, ou du DRH, puisse vous mettre dans la pile qui va bien. Hein, la pile de gauche, c'est la pile des CV auxquels on répond, on vous écrira. Hein. La pile du milieu, ce sont les CV que l'on va convoquer tout de suite parce qu'il y a un besoin à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur du client. Bon, ça c'est bien. Et puis la pile de droite, c'est les CV qu'on va rencontrer, mais il n'y a pas forcément un emploi à la clé. On va vous rencontrer parce que vous avez donné envie de vous rencontrer. Et le chasseur de tête, pas encore. Hein, aujourd'hui, vous n'intéressez pas encore les chasseurs de tête. Mais croyez-moi, dans 7-8 ans, vous commencerez à les intéresser bigrement. Et les chasseurs de tête vont se précipiter sur vous. Et quand vous allez envoyer votre CV chez un chasseur de tête, il va peut-être vous recevoir parce qu'il a envie de vous connaître, sans pour autant avoir une mission pour vous. Parce que vous êtes, entre guillemets, quelqu'un de vendable. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de vendable? C'est quelqu'un de jeune, quelqu'un qui a une expérience dans une entreprise de notoriété et qui a 30 ans, 35 ans. Ce genre de CV est très recherché par les chasseurs de tête. Bon, ça c'est des détails. Je précise aussi que tout ce que je vous projette ici est sous un PowerPoint qui est à votre disposition. Il suffit de le demander aux organisateurs du forum. C'est quelque chose que vous pouvez bien évidemment avoir à votre disposition. Je vous suggère de faire des CV sur une page. De ne pas faire des CV en mettant de la police de 8. Ça c'est aussi un grand classique. La personne qui lit votre CV a besoin de voir les choses et pour ça la police de 11 ou de 12 est un minimum. Un CV, ce n'est pas fait pour tout dire, encore une fois. Il faut sabrer dans votre CV, enlever les choses qui servent à rien. Permis B, par exemple, ou connaissance de Word et d'Excel. À chaque fois, ça me fait rire. Je vois des CV dans lesquels vous écrivez, enfin vos camarades, connaissance de Word et d'Excel. Mais vous ne postulez pas à un poste de secrétariat. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc il faut sabrer dans vos CV. Ne mettre que les choses importantes qui apportent un plus dans ce que vous apportez. Votre projet, il faut un titre à un CV. Si vous n'avez pas de titre, si la seule chose qu'on voit, c'est École Polytechnique Promotion 2008 ou 2009, quel est votre projet? Je ne sais pas. Il faut qu'on voit un titre. Un titre, c'est par exemple ingénieur projet, équipement industriel, ou chargé de recherche, high-tech, etc. Ça, c'est un projet, un secteur, un métier. Vous mettez de manière chronologique, ou plutôt antichronologique, vos premiers emplois et vos stages. N'hésitez pas à développer vos stages. N'hésitez pas, vous avez passé quelques mois dans une entreprise ou quelques semaines, vous avez appris des choses, vous avez acquis déjà des savoir-faire, il faut que ça se voit sur votre CV. Quand vous serez sorti de l'école, votre CV ne sera plus un CV d'étudiant. Dans un CV d'étudiant, il y a formation. Et la formation prend autant de place que l'expérience. Quand vous allez sortir de l'école, la formation, elle va passer dans un coin et il n'y aura plus que l'expérience et le métier et les compétences clés. Si vous voulez mettre dans votre CV vos hobbies, vos activités bénévoles, etc., faites-le. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Certains sont... Bon, il y a des très bons livres là-dessus, mais encore une fois, le CV n'a pas grande importance. Ce qui est important surtout, c'est de savoir comment utiliser votre CV. Quand vous allez rencontrer une des 15 ou 20 personnes dont je parlais tout à l'heure, vous n'allez pas les voir pour demander un emploi, dont vous n'avez pas de CV avec vous. Si on vous demande un CV, vous allez pouvoir l'envoyer par mail après, mais ne vous baladez pas en disant « voilà mon CV », en attendant que l'autre lise et que l'autre comprenne, à la lecture de ce CV, quel est votre projet. Ne faites surtout pas ça. Le CV ne sert qu'à obtenir le rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est obtenu, on oublie le CV. Vous allez peut-être être tenté de répondre à des petites annonces sur des sites internet, dans la presse, sur managers.com, sur tous ces supports qui essaient de rapprocher l'offre et la demande. Donc là, je vous suggère, bien entendu, de le faire, de faire une lettre d'accompagnement et surtout, dans ces lettres d'accompagnement, utiliser la structure vous, je, nous, et non pas je,
comme beaucoup le font. Vous parlez à quelqu'un, vous parlez à un chasseur de tête, vous parlez à un cabinet de recrutement, vous vous adressez à lui, vous. Vous recherchez actuellement un chef de projet dans le domaine des équipements industriels. Je pourrais vous apporter mon expérience, mon projet et de mettre mes compétences au service d'une entreprise comme la vôtre, à qui, etc., etc. Nous pourrions nous rencontrer à votre meilleure convenance, etc. Ce sont des structures, vous, je, nous. Tout ce que vous aurez à écrire dans le cadre de votre recherche d'emploi peut se faire par mail, bien sûr, et en tout état de cause, si vous le faites par papier, c'est court. Et vous n'avez pas le droit à avoir des pages suite. Et vous n'avez pas le droit aux fautes d'orthographe. Vous n'avez pas le droit et malheureusement, on voit encore beaucoup de fautes d'orthographe, même dans les CV ou dans les lettres de motivation. J'en viens pour conclure au point le plus important. La communication orale. Ce qui va faire la différence, finalement, c'est quand vous allez être en face de votre patron, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il ait envie de vous embaucher? De toute façon, rechercher un emploi, ça consiste à rencontrer d'éventuels patrons. Jamais personne, vous me l'accorderez, jamais personne n'a obtenu un emploi sans rencontrer au moins une fois physiquement son patron. Il y a eu forcément donc cet échange entre deux personnes. D'ailleurs, souvent, cet échange entre votre patron éventuel et vous, il se répète. C'est-à-dire qu'on vous voit une fois pour vous éliminer, et puis après on vous revoit une deuxième fois pour vous choisir, avec quelques semaines entre les deux entretiens. Si un éventuel patron demande à vous revoir, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il hésite entre vous et un autre, par exemple. Et c'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. C'est là où il aura envie ou pas de travailler avec vous. Donc, ne vous trompez pas de cible. Vous avez des entretiens d'élimination, qui sont des entretiens avec des recruteurs professionnels, dont le seul objectif est de vous éliminer. Et puis vous avez des entretiens avec des recruteurs non professionnels, comme par exemple votre patron, ou comme par exemple un des entretiens que je vous ai suggéré d'avoir avec ces 15 ou 20 personnes qui sont déjà en poste. Ce sont des entretiens avec des recruteurs non professionnels. Avec des recruteurs professionnels, vous passez un examen, vous risquez d'être éliminé si vous ne plaisez pas, vous ne serez pas choisi, vous serez simplement non éliminé. On vous passera à un recruteur non professionnel qui, lui, va choisir. D'accord ? Et là, ça devient un concours, et ce n'est plus un examen. Sur cette partie-là, vous êtes soumis à un examen, un feu roulant de questions. Vous avez en face de vous quelqu'un qui mène l'entretien. C'est lui qui pose des questions. Et c'est lui qui, à la fin, dira oui ou non. Et il le dira d'ailleurs sans en référer à quiconque. Il fait ça de son propre chef, et il peut vous éliminer sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Par contre, s'il fait ça, à ce moment-là, vous allez vous retrouver devant des recruteurs non professionnels qui, eux, vont avoir besoin de vous et vont éventuellement travailler avec vous. Et ces gens-là, il faut les convaincre. Et pour les convaincre, c'est l'empathie, c'est l'écoute, c'est la communication interpersonnelle. Si vous parlez tout le temps, par exemple, ça ne va pas bien se passer. Il faut le faire parler, votre éventuel patron. Il faut le faire parler de ce qu'il recherche, de ses besoins, de son équipe, des gens avec lesquels vous allez travailler. Posez des questions. Vous n'êtes pas en train de subir un examen. Il vous faut gagner. Il vous faudra la possibilité de vous présenter en quelques minutes. Dès que vous allez rencontrer un recruteur professionnel, dès que vous allez voir un DRH, dès que vous allez voir un chargé de recrutement. Ces gens-là ont une stratégie très simple. Pour savoir le plus possible de choses sur vous en le minimum de temps, ils vous posent une question très ouverte. Je suis très content de vous rencontrer, parlez-moi de vous. Et là, vous êtes devant la page blanche, quelque chose qui est extrêmement utile si vous savez le faire, et quelque chose qui va vous mettre dans une angoisse épouvantable si vous n'êtes pas préparé à cette question très ouverte, parlez-moi de vous. Vaste programme. Alors, ce que je vous suggère, c'est d'avoir une petite présentation individuelle, toute prête, en 2 minutes et demie, 2 ou 3 minutes. Et je vous suggère de la construire, cette petite présentation, sur le modèle suivant. Introduction, développement, conclusion. Comme on vous a appris à faire, enfin peut-être pas à vos âges, moi en tout cas c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais à l'école, on m'a appris à faire des dissertations. Je ne sais pas si ça se fait encore d'ailleurs. Introduction, développement, conclusion. Okay.
Au fond, la personne en face de vous, il a besoin de savoir 3 choses. Et seulement 3 choses. Qui vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous avez envie de faire. Si vous lui dites ces 3 choses-là de manière précise, claire, en quelques minutes, il est content. Et il pourra choisir de vous aider ou pas. Donc il faut savoir répondre à cette question, parlez-moi de vous. Je vais commencer par la fin, parce que la fin, la conclusion, c'est le plus facile. La conclusion, finalement, ça consiste à énoncer votre projet. Voilà. À ce moment de ma vie professionnelle, où je quitte l'école, où je termine l'école polytechnique, mon projet est de mettre mes compétences d'ingénieur de développement ou d'ingénieur projet au service d'un équipementier dans le monde de l'aéronautique ou de l'automobile, à qui je pourrais apporter mon envie de faire ceci, mon envie de faire cela. Votre conclusion elle est relativement simple. Et après, il suffit de lui repasser la parole en disant c'est pour ça que je suis content de vous rencontrer, parce que peut-être que ce profil a du sens dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou dans votre groupe, etc. Vous lui repassez la parole, tout le monde est content. Donc la conclusion, c'est facile si vous avez un CV, si vous avez un projet, bien sûr. Le développement, c'est aussi relativement facile. Il vous faut parler de ce que vous avez fait. Vous faites des choix, vous choisissez des choses que vous avez faites dans vos stages, dans votre premier emploi, des choses dont vous êtes fiers. Dont vous êtes fiers. N'essayez pas de tout raconter. Racontez simplement les choses dont vous êtes fiers. Et vous donnez des résultats. Des résultats. Les résultats, c'est quelque chose qui est factuel, tangible, éventuellement chiffré. Résultat. Le projet sur lequel nous avons travaillé a été installé dans les 18 mois et tout s'est très bien passé, etc., etc. Vous ne dites pas que vous l'avez fait tout seul, mais vous avez des résultats. Le plus difficile, c'est l'introduction. Qui je suis. Là aussi, c'est quelque chose qui... il vous faut trouver l'introduction qui va permettre de dire en quelques mots votre condition humaine, votre personnalité. Vous allez rechercher et je suis sûr que vous allez trouver. Ce qui est important, c'est de ne pas dire ce qui vous intéresse. Parce qu'on est tenté de dire, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire ceci, de faire cela. Surtout pas. Ce n'est pas ce qui l'intéresse, lui. Lui, il a besoin de savoir qui vous êtes. Et ne dites pas simplement, j'ai fait Polytechnique et j'ai 24 ans. Ça n'est pas suffisant. Quand vous aurez cette petite présentation prête, vous allez pouvoir, sans aucun problème, aller à ces 15 entretiens dont je parlais tout à l'heure, et vous allez voir comment vous allez vous améliorer au fur et à mesure que vous y prendrez plaisir. Et ça vous servira toute votre vie. Donc ne vous méprenez pas sur l'importance de ce genre de choses. Vous serez amené à parler de vous dans ces conditions ou dans des conditions analogues à de multiples reprises dans votre vie professionnelle, et vous ne pouvez pas simplement avoir votre mâchoire qui se décroche, la sueur froide dans le dos parce que vous ne savez pas quoi dire. Donc il vous faut préparer ça. Ce genre de choses, je n'aurais pas besoin de le dire si j'étais devant des élèves de HEC ou des élèves de l'ESSEC, parce qu'eux, on leur apprend à l'école. Il me reste 2 transparents pour conclure. Bonne pratique de communication orale. Tout d'abord, ne méprenez pas l'importance de l'image professionnelle, le look, la manière dont vous êtes habillé, la manière dont vous vous comportez. Quand vous allez dans un entretien professionnel, vous n'êtes plus à l'école. Je vois qu'aujourd'hui, vous avez tous, ou presque, des cravates, etc. Je ne dis pas qu'il faut se mettre dans ce moule-là. Je dis simplement que pendant les 15 ou 20 entretiens que vous aurez dans le secteur que vous visez, regardez les gens, regardez les codes vestimentaires, regardez comment les gens se comportent, sont habillés, etc. Et vous pourrez, tout naturellement, vous en inspirer. Les mots, les phrases, ce que vous dites, finalement, dans cette présentation ou dans les réponses que vous apporterez à vos interlocuteurs, vous allez utiliser les techniques de base de la communication orale, c'est-à-dire le verbal et le non-verbal. Le verbal, les mots, les phrases, ce n'est pas du tout le plus important. Certes, il faut dire des choses sensées, il faut dire des choses vraies, on n'a pas le droit de mentir, par exemple, mais le plus important, c'est ce qui est juste en dessous, la musique des mots, la manière dont vous parlez, le son de la voix, le timbre de la voix, le rythme de la voix. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de choses à dire qu'il faut parler très vite. Il faut savoir manier le silence. Il faut savoir montrer à l'autre que vous avez une voix, que vous écoutez ce qu'il dit et que vous lui parlez à lui, et que vous n'êtes pas en train de réciter quelque chose. Donc tout ça, ça s'appelle la musique des mots.
Et c'est plus important que les mots, surtout quand on est au téléphone. Et quand vous téléphonez à quelqu'un, il entend les mots, mais il entend surtout la musique des mots. Et c'est ça qui va faire la différence. Enfin, il y a la gestuelle. La gestuelle. Le comportement, le refermement, l'éloignement, tout ce qui se passe avec les mains, les bras, le regard, etc. Et là, si vous êtes à l'aise, il n'y a aucun problème. Je suis sûr que la moitié d'entre vous sont très à l'aise en parlant. Simplement, il y en a d'autres qui ne le sont peut-être pas. Alors il y a un moyen très simple d'améliorer votre communication orale, c'est de vous filmer. Prenez une petite caméra et parlez à la caméra comme si la caméra vous avait posé la question « parlez-moi de vous ». Et puis là, vous vous filmez, vous enregistrez. Et après, quand vous avez filmé ça, vous repassez l'enregistrement en coupant le son. Et vous ne faites que regarder l'image. Et surtout, vous allez jusqu'au bout des 3 minutes. Vous n'avez pas le droit de fuir, vous n'avez pas le droit de couper. Il faut que vous enduriez jusqu'au bout des 3 minutes. Et ça vous apprendra déjà beaucoup de choses sur vous. Ensuite, quand vous avez tiré la substantifique moelle de l'image que vous avez vue, vous coupez l'image et vous repassez le son. Et là, vous écoutez les mots que vous avez prononcés, et si vous êtes courageux, vous les tapez, vous les saisissez. Puis après, vous prenez 2 stabilos, un vert, un jaune, et vous mettez du jaune sur les mots qui ne servent à rien, les mots dans lesquels vous parlez de choses, de sujets techniques qui n'ont aucun intérêt pour votre interlocuteur. Et vous mettez du vert sur les mots qui sont importants pour lui, pas pour vous, pour lui, quand vous parlez de vous, quand vous parlez de ce que vous avez fait, avec fierté, et quand vous parlez de ce que vous avez envie de faire. Là, vous mettez du vert. Et pour être bon, il suffira de ne parler que de ce qui est en vert et d'oublier ce qui est en jaune. Ça vous prendra 2 heures. Vous pouvez le faire si vous avez envie entre vous, peu importe. Mais ce genre de petite gimmick, si vous voulez, peut grandement améliorer votre communication interpersonnelle parce que vous n'aurez plus d'angoisse lorsqu'on vous posera la question « parlez-moi de vous ». De toute façon, ce qui compte pour votre interlocuteur, ce n'est pas ce que vous avez dit, c'est ce qu'il a retenu et la perception qu'il aura de vous. Il va peut-être se dire, voilà quelqu'un de bien. Au contraire, je ne le sens pas bien. Et à ce moment-là, ça se passera mal. Je termine. Alors, je ne veux pas vous donner des conseils, mais quand même un certain nombre de choses qui vont marquer la différence. Vous n'allez plus travailler pour vous-même dans le cadre d'une formation scolaire ou universitaire. Vous allez travailler pour une entreprise, pour une organisation. Que cette entreprise ou cette organisation soit publique ou privée, d'ailleurs, ça ne change pas grand-chose à ce que je vais dire. La seule différence entre le public et le privé, c'est que pour l'instant encore, ça peut changer. Il y a une certaine garantie à l'intérieur du secteur public qu'on ne trouve pas dans le secteur privé. Mais ça peut changer, ça peut changer. À la sortie de l'école, maintenant, vous avez tous plus ou moins la même employabilité. Qu'est-ce que c'est que l'employabilité ? C'est un critère qui fait en sorte que ceux qui ont une forte employabilité, s'ils sont amenés à rechercher un emploi, n'auront qu'à faire ça, ils trouveront. Quelqu'un qui a une forte employabilité, il change et il trouve facilement un nouvel emploi. Quelqu'un qui a une faible employabilité, si jamais il est amené à chercher un emploi, c'est beaucoup plus dur. Ça peut mettre plus long, ou ça peut causer des remises en question très profondes. Et une personne qui a une employabilité 0, on le retrouve au bureau des carrières de l'X, à la caisse de secours, et c'est la solidarité qui finit ses fins de mois. C'est ce que nous faisons, c'est ce que l'école fait avec l'AX de manière relativement permanente. Donc votre employabilité, c'est votre capital. Et ce capital, vous avez à peu près le même en sortant de l'école, et il vous faut le préserver, il vous faut le développer. Si vous n'y faites pas attention, il va se galvauder, il va s'éroder. Ce n'est pas comme l'entropie qui monte toujours, l'employabilité, ça descend toujours. Si on ne fait rien, elle descend. Parce que vous vous éloignez de la technique, parce que vous vous éloignez, parce que vous vous refermez sur des problèmes qui ne sont plus d'actualité, parce que ceci, parce que cela. Donc l'employabilité, il faut la maintenir, et c'est votre responsabilité première. Vous aurez tous des accidents de carrière, vous aurez tous des moments dans lesquels vous et votre employeur, vous ne serez pas d'accord du tout sur ce qu'il convient de faire. Il y a des fois où vous partirez, il y a des fois où on vous poussera dehors. Finalement, ça n'a pas grande importance. La plupart des gens qui ont des accidents de carrière, finalement, on se rend compte que ceux qui arrivent dans mon cabinet, par exemple,
J'ai encore rencontré hier une personne qui venait de se faire licencier. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas parce qu'il était incompétent, pas du tout. Pas du tout. C'est parce qu'il est à un moment donné, au mauvais moment, au mauvais endroit. On n'a plus besoin de lui. Et pour l'entreprise, c'est tellement plus facile de le pousser vers la sortie et d'embaucher éventuellement quelqu'un d'autre 6 mois plus tard, quand les choses auront changé. Donc, ça arrive à tout le monde, les accidents de carrière. Simplement, pour s'en prémunir, il faut garder une forte employabilité, il faut savoir communiquer sur son projet, il faut que son projet avance bien et que, finalement, vous gardiez la tête haute dans ces différents accidents de carrière. Il vous faudra démissionner à certains moments, il vous faudra rester, traverser le désert jusqu'à des jours meilleurs à l'intérieur d'un groupe, à d'autres moments. Venez nous voir, on pourra vous en parler. Finalement, vous avez tous les moyens de réussir une belle vie professionnelle. Vous avez une chance inouïe, c'est d'avoir à la fois le milieu universitaire, culturel, etc. de l'école polytechnique. Vous avez le réseau, les camarades, la confrérie, tout ceci peut vous aider. C'est à vous de jouer et à personne d'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire.